je vais maintenant pouvoir passer la parole à Alina Miron, qui est le troisième orateur de cet après-midi, qui va nous parler, qui est là-bas tout au bout, ici, qui va nous parler de la mise en œuvre des normes sanitaires internationales dans l'ordre juridique interne. Il n'est pas besoin de la présenter. Tout le monde sait qu'elle est professeure à l'Université d'Angers et bien connue des participants à ce colloque annuel de la société. Alina, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et merci à Guillaume et à Thibault pour l'invitation à ce colloque. Merci aussi de m'avoir confié un thème qui était censé m'être familier, parce que dans une autre vie, j'ai fait une thèse sur l'application du droit des organisations internationales universelles dans les ordres juridiques internes. Donc j'étais plutôt à l'aise, mais mon aisance a très rapidement fondu. Elle a d'abord fondu après quelques recherches sur Légifrance et dans Dalloz, dans les bases de données Dalloz habituelles, parce que j'ai réalisé que je n'aurais pas de quoi tenir 15 minutes à discuter de l'application dans l'ordre juridique français des normes sanitaires internationales. Ce n'est pas que l'application soit particulièrement française, soit particulièrement défaillante, mais je ne pouvais quand même pas commencer par faire une liste des lois, décrets, arrêtés qui ont été adoptés par les autorités françaises pour mettre en œuvre les normes sanitaires internationales. Le fait est que la jurisprudence, elle, en revanche, est particulièrement disette sur l'application de ces normes sanitaires internationales. Donc, dès lors, mon sujet n'est pas l'application dans l'ordre juridique interne, mais au pluriel, dans les ordres juridiques internes. Il y aura donc une certaine dimension de droit comparé. Et ce n'était pas la seule douche froide. La deuxième douche froide, elle est venue un peu plus tard lorsque j'ai fait mes recherches dans le droit comparé. Et j'ai réalisé que la grille de lecture habituelle qu'on pourrait appliquer au sujet, qui est celle des rapports du système, à savoir incorporation, pas incorporation, monisme, dualisme, pluralisme, effet direct et tutti quanti, eh bien, cette grille-là n'était pas adaptée au sujet. Ce n'est pas qu'elle soit par définition inadaptée, encore que j'ai quelques doutes si au XXIe siècle, on peut encore réfléchir comme au début du XXe siècle. Mais au-delà de ça, j'ai réalisé que j'allais passer aux côtés du sujet si je m'attardais à utiliser uniquement cette grille de lecture-là. Pourquoi ? D'abord parce que les acteurs eux-mêmes ne se posent pas cette question-là. Ils ne se posent pas la question de l'incorporation, de l'effet direct, et ainsi de suite. Et je parle même des juges. Deuxième raison pour laquelle elle n'était pas particulièrement adaptée, c'est parce qu'elle conduirait à laisser de côté le rôle essentiel des organisations internationales, notamment de l'OMS, mais aussi des organisations non gouvernementales dans la surveillance de la mise en œuvre interne des normes sanitaires. Et enfin, elle était inadaptée. Elle est toujours inadaptée parce que justement, elle ne permet pas de rendre compte de l'importance de la soft law en matière de normes sanitaires internationales. Monsieur Bourchi en a touché un mot et à vrai dire, ma présentation en dira beaucoup plus. Et dès lors, j'ai décidé de mélanger un peu les approches. Juste avant de me lancer dans la présentation, je suis complètement d'accord avec Madame Grange sur sa définition des normes sanitaires internationales. Je ne parlerai pas du droit à la santé, qui est un droit individuel. Je n'adopterai pas la perspective des droits de l'homme. La perspective des droits de l'homme qui est celle qui nous conduit à nous focaliser sur le droit individuel de l'individu qui est opposable à l'État, mais sur la perspective plus générale de la politique de santé. Et les normes sanitaires, ce sont des standards qui sont adoptés pour permettre aux États ou aux décideurs internationaux de pallier les risques de pandémie, donc des risques pour la santé humaine, animale, végétale, mais aussi de l'environnement. Il y a donc un aspect technique dans ces normes-là. Et très concrètement, grosso modo, parce qu'il faut quand même que je choisisse un peu, je parlerai de la Convention cadre pour la lutte contre le tabac. Je parlerai aussi très rapidement du règlement sanitaire international. Je parlerai vraiment très rapidement du code de 1981 sur la commercialisation des produits de substituts à l'allaitement maternel et également, évidemment, des directives de l'OMS qui interprètent la Convention cadre contre le tabac.
Comment ces normes-là, qui sont à la fois des normes obligatoires pour ce qui est de la Convention et du règlement sanitaire international, mais aussi des normes non obligatoires, c'est le cas de la directive et du code pour les produits de substitution à l'allaitement, comment ces normes-là sont pertinentes pour le juge interne dans l'ordre juridique interne. Elles sont très pertinentes et on voit très bien que la mise en œuvre interne est un vrai enjeu. Et cet enjeu se définit d'abord sur le plan international. Ce sera mon premier point. Deuxième point, la mise en œuvre interne est aussi une nécessité. Et cette nécessité se traduit notamment par l'exigence d'une incorporation d'un texte interne qui reprenne les normes sanitaires internationales. Mais l'incorporation, elle n'épuise pas les effets normatifs de ces actes internationaux. Je vais vous montrer vraiment que les juges utilisent les normes internationales alors même qu'elles sont déjà mises en œuvre, incorporées dans les ordres juridiques internes. Donc la mise en œuvre interne qui est un enjeu. La plupart des normes sanitaires internationales n'ont pas vocation à être self-executing comme on le dit. L'OMS en particulier, mais aussi les autres organisations internationales, recherchent la mise en œuvre interne. L'objectif de l'adoption de normes sanitaires internationales, c'est de conduire les États à adopter des politiques internes de santé. Donc, au niveau même international, on voit que la mise en œuvre interne est consubstantielle à la norme. Et dès lors, nous avons des mécanismes de surveillance. Pour ce qui est de l'OMS, je prends uniquement le mécanisme de surveillance de la Convention cadre dans la lutte contre le tabac. Comment ça marche? Il y a des rapports annuels. Les États ont une obligation de faire des rapports périodiques. L'OMS, il produit un rapport annuel. Mais ce n'est pas juste un rapport comme ça. C'est un rapport article par article, de la mise en œuvre article par article, État par État, région par région. Et très intéressant aussi, lorsqu'on lit les rapports de l'OMS, on voit évidemment des statistiques, tout ça c'est chiffré, mais les statistiques concernent pas seulement la convention elle-même, mais aussi les directives, c'est-à-dire donc des normes non obligatoires. À partir du moment où on a de la surveillance pour des normes non obligatoires, c'est qu'il y a une forte attente à ce qu'elles soient mises en œuvre au niveau interne. Ensuite, cette surveillance-là, elle ne concerne pas uniquement l'OMS. Plus intéressant, on voit toute une série d'organisations non gouvernementales ou de fondations, des fondations qui, on a parlé de la fondation Gates, qui elle-même finance d'autres ONG. Alors, quand j'ai fait mes recherches, toujours sur le tabac, parce que c'est vraiment le meilleur exemple, quand j'ai fait mes recherches sur la jurisprudence interne, je suis tombée sur deux bases de données très très complètes qui ont été réalisées l'une par, il ne faut pas que je me trompe de nom, par l'Institut O'Neill de l'Université de Georgetown, qui réunit à la fois des universitaires et des avocats, et une autre qui est mise en place par Campaign for Tobacco Free Kids, qui a réalisé ce qu'on appelle Tobacco Control Laws par International Legal Consortium. Qu'est-ce que c'est? On a donc deux bases de données sur toutes les législations internes, mais aussi sur toute la jurisprudence interne et internationale qui a appliqué ces normes sanitaires internationales et la Convention contre le tabac. Et ce n'est pas uniquement les jurisprudences américaines, loin s'en faut, au contraire, il y a plusieurs centaines de décisions qui sont dès lors facilement accessibles et en plus traduites en anglais au moins partiellement. Pourquoi j'insiste sur ce rôle des ONG dans la surveillance? D'abord parce qu'il contrebalance le lobbying des sociétés de l'industrie du tabac. Et c'est une façon assez efficace de la surveillance. Et deuxièmement, et je reviendrai sur ce point, avec la mise en place de ces bases de données, les ONG participent à la diffusion du droit. Et plus encore, on va le voir, ils participent à l'harmonisation du droit. Je reviendrai sur ce point à la fin. C'était l'enjeu, et on voit que la mise en œuvre interne est un enjeu très important, mais elle est aussi une nécessité du point de vue des rapports du système.
Les normes sanitaires internationales, comme je l'ai dit, n'ont pas vocation à être d'application directe. C'est évidemment le cas pour le règlement sanitaire international, puisque son premier objectif est la création d'une institution nationale qui constitue l'interlocuteur privilégié de l'OMS en cas de crise sanitaire. Évidemment, ce type de normes ne sont par nature pas self-executing, puisqu'il s'agit de créer des institutions nationales. Et si on avait besoin et c'est exactement la même chose pour la convention cadre contre le tabac. Ce n'est pas pour rien que c'est une convention cadre. Elle laisse une marge de manœuvre importante aux États. Les États ont le choix entre plusieurs types de mesures qu'ils peuvent adopter. Interdire ou ne pas interdire les cigarettes au menthol, adopter ou ne pas adopter le paquet neutre. Donc, lorsqu'on a la marge de manœuvre, il ne peut pas y avoir de normes self-executing. Et plusieurs juridictions nationales ont confirmé cette absence d'effet direct de la Convention cadre contre le tabac. Je vous donne un seul exemple qui vient de la Cour du district de La Haye, un arrêt de 2015 qui s'appelle Stichting Rock Provincie Jugend, je vous donnerai la référence à ceux qui s'intéressent au sujet, qui a très clairement dit qu'une certaine disposition de la Convention n'est pas assez inconditionnelle ou suffisamment précise pour être appliquée comme un droit objectif. Cette absence de caractère self-executing est là une autre conséquence. Il y a plusieurs affaires dans lesquelles les demandeurs essayent de pousser l'État à adopter une législation contre le tabac plus stricte. Et donc, ils vont aller voir et demander au juge à ce qu'il se substitue en effet au législateur et pousse à l'adoption d'une loi contre la promotion du tabac et ainsi de suite. Et j'ai particulièrement à l'esprit la procédure d'amparo dans certaines juridictions d'Amérique du Sud. Or, la Cour suprême du Mexique, mais aussi du Paraguay, toutes les deux ont considéré qu'il ne leur appartenait pas de se substituer au législateur et de l'obliger à adopter une législation interne plus conforme à la Convention. Voilà donc l'une des conséquences de l'absence d'effet direct et de cette nécessaire incorporation. Toutefois, les décisions dans lesquelles les demandeurs essaient de convaincre le juge de pousser l'État à adopter une législation plus conforme sont beaucoup moins nombreuses que le contentieux, les affaires dans lesquelles les compagnies, l'industrie du tabac a contesté les législations internes de mise en œuvre de la Convention. Il y a plusieurs dizaines de décisions internes et à vrai dire, il y a eu une politique systématique de l'industrie du tabac de contester les lois ou décrets nationaux de mise en œuvre de la Convention cadre contre le tabac. Or, c'est ici qu'intervient mon troisième point, qui est celui du rôle de la norme internationale au-delà de l'incorporation. On voit les juges internes utiliser à la fois la Convention cadre contre le tabac et surtout les directives de l'OMS pour préciser les obligations des États et pour raffermir l'étendue de leur marge de manœuvre. Je n'ai pas le temps de donner beaucoup d'exemples, mais je parlerai uniquement d'un seul exemple. À vrai dire, il y en a trois. La saga de paquets neutres. Vous savez, les paquets anonymisés de cigarettes et qui s'est pas mal mélangé avec la saga de la cigarette au menthol. Alors, il y a une directive cadre il y a deux directives cadres qui recommandent aux États d'introduire cette forme de législation sans nullement les obliger. Et la Convention elle-même, elle ne les oblige pas. Donc l'Union européenne et plusieurs de ses États membres, à la suite de l'Australie, ont introduit des législations sur le paquet neutre. Il y a eu une critique systématique, il y a eu des actions systématiques de la part de tous les grands industriels du tabac. Et je vais donner trois exemples. Il y a eu une contestation d'abord devant une juridiction interne britannique qui a renvoyé la question à la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt Philip Morris de 4 mai 2016, s'est littéralement fondée sur les directives cadres pour dire que les États avaient
les États et l'Union européenne avaient non seulement la possibilité, mais pour les besoins de l'harmonisation du droit, avaient une obligation d'introduire cette forme de législation. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment à quel point la Cour elle s'est fondée non pas sur la Convention elle-même, qui n'est pas assez précise, mais sur les directives adoptées par l'Assemblée générale de l'OMS. Deuxième décision qui est intervenue devant une juridiction britannique, High Court of Justice, du 19 mai 2016, une affaire British American Tobacco, dans laquelle cette juridiction britannique a renvoyé à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne et a très clairement dit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle pouvait se fonder dans son œuvre interprétative de la législation interne sur les directives. Et notamment, elle s'est référée à la Convention de Vienne sur le droit des traités. Elle a considéré qu'il s'agit là d'un instrument connexe au traité. C'est vraiment un arrêt exemplaire, même un internationaliste, il serait fier de l'avoir écrit. Et enfin, nous avons le Conseil d'État qui, le 27 décembre, dans exactement le même type de procédure, a également considéré que la France pouvait adopter ce genre de législation. Simplement, le Conseil d'État n'a pas dit un seul mot ni de la Convention cadre, ni des directives, et il a uniquement fait référence à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans un visa. Qu'est-ce que j'en tire de tout cela? J'en tire que nous sommes face à un mouvement d'harmonisation du droit, et on voit le juge interne assumer un plein rôle, un rôle entier dans l'interprétation des normes internationales. On peut appeler ça du droit international comparé si l'on veut, mais en faisant interprétation des normes internationales, mais le juge, il participe à donner du sens à cette norme-là. Et je regrette un peu que le Conseil d'État ne soit pas rentré dans ce mouvement de participation à l'élaboration de la norme internationale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la clarté, la rigueur de votre présentation et le grand intérêt, évidemment, des questions que vous avez soulevées, que vous avez traitées, je crois, dans le temps court dont vous disposiez, d'une manière aussi convaincante que possible, même si j'ai 2 ou 3 points sur lesquels je pourrais vous embêter un peu tout à l'heure, si j'en ai le temps. Bien.